Alors pour la semaine prochaine, vous lirez les trucs, hein, ok? Je compte sur vous. Hop là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. Aujourd'hui, une nouvelle parenthèse académique avec Alizée Lombard. Alizée, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va super, c'est incroyable. Nickel, pas trop stress à l'approche de la rentrée? Extrêmement stressé. C'est toujours très stressant de préparer la rentrée, mais ça va le faire. Oui, ça le fait toujours. Une chose après l'autre. Tu es professeur à l'Université de Fribourg. Qu'est-ce que tu enseignes? Ça dépend. Déjà, je suis pas professeur, parce que c'est un titre quand même pour les personnes qui ont beaucoup d'expérience, alors que moi, je suis une jeune chercheuse. Donc, je suis sur ce qu'on appelle assistante diplômée. Je fais ma thèse à l'Université de Fribourg. Et j'enseigne divers cours destinés aux étudiants de bachelor. Et parce que je suis encore doctorante, en général, on n'enseigne pas aux étudiants de master. Oui. Et pour le moment, j'ai fait l'introduction à la linguistique quelques fois avec Richard Huige et Sandra Schwab. J'ai fait le cours de pragmatique et puis de cohérence textuelle une fois. Je vais le refaire le semestre prochain. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petits remplacements en morphologie aussi. D'accord, parce qu'en fait, lorsqu'on va à l'université, lorsqu'on étudie le français, il y a des cours de littérature et des cours de linguistique, c'est ça? Exactement. Ouais. Et en quoi est-ce que ça consiste la linguistique à l'université? Ok, donc la linguistique, c'est la branche qui embête un petit peu les étudiants, parce que les étudiants viennent parce qu'ils adorent lire et écrire. Certains veulent devenir écrivains, ils n'ont pas compris que c'est pas comme ça qu'on va devenir écrivain. Et puis, la linguistique, c'est la science qui se rapproche un peu plus de la biologie ou autre, qui va vraiment étudier la langue. Il y a cette métaphore de la langue qui est comme un organisme, c'est pour ça que je parle de biologie aussi, parce qu'on va vraiment essayer de décrire la langue de la manière la plus scientifique possible, en fait. D'accord. Il y a pas de... on essaye d'avoir le moins de subjectivité possible, alors qu'en littérature, il y a une plus grande subjectivité qu'on essaye aussi de réduire à fond, hein, forcément. Mais c'est des approches un petit peu différentes. Et en général, justement, les étudiants qui viennent là pour la littérature, ils aiment un petit peu moins la linguistique parce qu'il y a ce côté très objectif, très scientifique, très science dure, en fait. Est-ce que c'est aussi un peu normatif, un peu comme ce que l'Académie française fait ou pas du tout? Alors, forcément, je souris un petit peu, hein, parce que ça se veut pas normatif du tout, ça se veut descriptif, comme je l'enseigne dans mon introduction à la linguistique. Donc en fait, plutôt que de dire comment il faut parler, en linguistique, on va essayer de simplement décrire comment les gens parlent, peu importe comment ils le font. C'est vraiment, on essaie de comprendre comment ils parlent et de comprendre pourquoi ils le font, quelles sont les stratégies, etc. Et puis un petit peu de décrire tout ça, en fait. D'accord. Et toi, donc, tu es encore en train de faire ton doctorat, c'est ça? Exactement, donc, sur quoi est-ce que tu te concentres dans cette étude de la langue? Donc, la linguistique, ça peut devenir très large parce que justement, quand on prend à peu près n'importe quel domaine de la science, on rajoute linguistique derrière et ça donne une branche de la linguistique. Donc, moi, j'essaye en tout cas d'être en psycholinguistique. D'accord. Et donc, je vais étudier le langage, mais comment il se produit dans la tête des gens d'une certaine manière. Et puis, je m'intéresse plus précisément à la création des mots. Oui. Et puis à l'intuition qu'ont les gens par rapport à la nouveauté des mots. Par exemple, quand on rencontre un mot, on va dire Zoom Pero, parce que Covid, tout ça, un premier exemple qui me vient. Et Zoom Pero, quand on va le rencontrer comme ça dans la vie de tous les jours, on va se dire ah tiens, c'est un mot nouveau ça. Je sais qu'il est apparu récemment dans la langue. Oui, parce que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît déjà. Ouais, c'est ça. Et puis déjà, c'est une construction qui est un peu nouvelle, c'est un mot valise. Donc un mot valise, c'est quand on prend deux mots et qu'on les fusionne ensemble. Ah, donc Zoom Pero, c'est un apéro par Zoom, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, ok, je croyais que tu venais de l'inventer sur le moment. D'accord, non, ok. Non, il a été recensé dans des
des sites qui recensent justement les néologismes, ce qu'on appelle la veille néologique. Ok, d'accord. Et puis, des fois, je fais des petits tours là-dessus. Surtout pendant le Covid, c'était très fun parce qu'il y avait beaucoup de néologismes du genre Corona-anniversaire, Skypero, Zoopero, après tout ce que tu veux. Sur quel site on peut retrouver ça? Alors, celui où je vais, c'est Néoveille, qui a été fait par Emmanuel Cartier, qui est un chercheur français. Et puis, il est accessible à tout le monde. Et puis, justement, ce qui est assez cool, c'est qu'il est mis à jour assez régulièrement. Et puis, c'est un site de veille automatique. Donc, ça prend une partie de journaux francophones, beaucoup de journaux français, forcément. Oui. Et puis, il y a des algorithmes qui vont recenser automatiquement tous les mots nouveaux qui apparaissent. Et puis après, il va y avoir un tri manuel. Parce que forcément, il y a beaucoup de petites erreurs, de trucs comme ça, où on se rend compte qu'en fait, c'est pas un néologisme. Oui. Mais donc, ensuite, nous, on peut accéder à une liste de néologismes. C'est que des néologismes formels, forcément. Donc, c'est beaucoup de construction, genre des suffixations, des compositions, des trucs comme ça. Parce que pour le reste, on galère toujours un petit peu à découvrir les mots nouveaux. Typiquement, quand on ajoute des nouveaux sens à des mots déjà existants, forcément, on galère un petit peu à repérer ça. Oui. Et tu as dit suffixation, composition. Qu'est-ce que pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, en quoi ça consiste en fait? Ouais, donc la suffixation, déjà, c'est quand on va ajouter une petite partie de mots, ce qu'on appelle un morphème, et on appelle ça suffixe, forcément, du genre ion ou âge ou autre, à un mot qui est déjà existant. Typiquement, dans les néologismes que j'ai créés pour des expériences, il y a modulage qui théoriquement n'existe pas, en tout cas pas dans les dictionnaires comme ça, il est très peu répandu. On peut avoir des trucs genre braconnaison, on prend braconner, on rajoute aison derrière. Donc ouais, ça c'est la suffixation. Et puis la composition, c'est quand on prend deux mots déjà existants et puis on les met ensemble, du genre talon-aiguille, qui est déjà existant forcément. Et puis on voit qu'on n'ajoute pas une petite partie de mots, un truc qui n'est pas vraiment un mot à quelque chose qui est déjà existant. Là, c'est vraiment, on prend deux mots et on les prononce juste à la suite, avec ou sans espace, avec ou sans tiret, etc. La graphie va changer, mais dans tous les cas, on a ce truc-là où on a un mot qui détermine un autre. Typiquement, talon-aiguille, c'est un type de talon, en fait. Où aiguille va préciser un peu plus quel type de talon on aura. Ok, d'accord, oui. Et c'est comme ça que l'on crée de nouveaux mots. Alors ça, c'est une manière parmi d'autres, mais là, on a parlé que de néologisme morphologique. Donc c'est à chaque fois quand on a un processus qui agit à la fois sur la forme et le sens d'un mot, à partir d'une base déjà existante. Mais il y a dans les typologies que moi j'utilise, parce que forcément les typologies, elles varient selon les linguistes et autres, mais celle que moi j'utilise, on a différencié 6 types différents de néologismes. Ah d'accord, ok. Donc ouais, il y a d'autres types. Typiquement, il y a les néologismes sémantiques que j'ai déjà mentionnés, où on prend un mot déjà existant et on ajoute un sens. Est-ce que ça se rapproche aussi un peu de ta recherche, où on a c'était quoi, des noms d'animaux auxquels on greffe d'autres choses? Exactement, ouais. En fait, tu te rappelles quand je t'ai expliqué ce que c'était un patron de polysémie. Ah d'accord, oui. Donc en fait, un patron de polysémie, c'est une règle qui va nous permettre de créer un nouveau sens pour un mot déjà existant. Et celui que je t'avais mentionné, c'est quand on prend un nom d'animal pour désigner un être humain. Typiquement, je peux dire que tu es un cochon, parce que j'ai pas envie d'être très gentille avec toi. Donc on a ce patron qui se répète avec genre cochon, loup ou requin, où tu vois qu'à chaque fois on prend une caractéristique sémantique du nom de l'animal. Typiquement, cochon, c'est parce que la personne est sale. Loup, je pense que c'est plus cet aspect de loup solitaire, de personne un peu solitaire comme ça. Requin, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à écraser les autres pour son propre compte, etc. Donc à chaque fois, on reprend un aspect symbolique de l'animal pour l'appliquer à un être humain. Et donc ça, c'est une règle qu'on peut appliquer. On prend n'importe quel nom d'animal et puis on peut créer un nouveau sens pour désigner un être humain. Je peux faire ça avec phasme, avec, qu'est-ce que j'ai utilisé, lémurien.
Tu vois, genre, ça n'existe pas en l'état, mais je pourrais très bien dire, ah ben cette personne, c'est un phasme, parce qu'elle est un peu toute stressée, ou je ne sais pas exactement. On pourrait avoir ce truc de justement, un phasme, ça ressemble un peu à un bâton et tout ça, donc on pourrait avoir cette idée de tension qu'on réutilise. Oui, en tout cas, ça pourrait exister, c'est ça. Exactement, ça pourrait. Et donc, tu parles de règles. C'est aussi un peu pour ça qu'on peut dire que la linguistique, ça se rapproche plus d'un côté Selon Passeport Santé, l'absence de règles est tout à fait naturelle lorsque, par exemple, la femme est enceinte, avec ou après de la ménopause. Ah d'accord. Merci. Merci Google. Peut être un signe révélateur d'un Oh Dieu, stress passe-le-moi. chronique Ok. dentaire, d'un problème de santé, d'une anorexie ou d'un trouble de Il nous la écoute, vision. hein. Ok. Bon. Bon, ben on saura ce que c'est les règles maintenant. Et total, the more you know. Mon Dieu. Tu sauras que si tu n'es pas enceinte, c'est... Je n'aurai pas mes règles. Oh mon Dieu, mais j'ai jamais eu de règles. Oh, je suis enceinte. Mon Dieu. Oui, donc, oui, avec les règles que l'on définit en linguistique, c'est aussi pour ça qu'on peut dire que c'est un peu plus scientifique que juste peut-être un ressenti sur une étude, sur un thème d'un livre, quoi. Je pense que... Après, je sais pas, je suis pas spécialiste de la littérature, donc peut-être que mon ressenti par rapport à ça est faux, et quelqu'un qui est vraiment en littérature me corrigerait. Mais l'impression que j'ai en littérature, c'est qu'on va donner une interprétation ou plusieurs interprétations possibles d'une œuvre, ce qui est tout à fait valable. En fait, pour moi, la littérature, c'est la science des interprétations, et c'est un mi-historique, des fois, ça respecte pas l'histoire. On peut redonner typiquement une interprétation un peu psychanalysante d'un truc, d'un ouvrage médiéval, par exemple. Oui. Donc, on a complètement un anachronisme. Donc, en fait, c'est subjectif, mais en fait, ça se veut d'une certaine manière objective en donnant plusieurs subjectivités différentes d'une manière objective. D'une certaine manière, pour la linguistique, c'est pas tout à fait pareil. On va pas donner des subjectivités différentes, on va les décrire. Oui. Et on va essayer justement de décrire le vivant d'une certaine manière, parce que les langues sont vivantes. On va les décrire en essayant justement de formuler des règles là où on pense qu'il y en a, et puis de dire là où on pense qu'il n'y en a pas. Parce que des fois, il y a des règles, et des fois, en fait, il n'y en a pas. Il y a des trucs irréguliers également en linguistique. La langue, c'est un objet qui est incroyable parce que c'est extrêmement flexible, en fait. C'est un outil vraiment qui est très, très malléable. Oui. Et ce que j'adore, c'est que c'est un objet qui nous échappe constamment en tant que linguiste. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à décrire cet objet-là. Oui, et surtout, tu dis la langue, mais au final, chaque langue a sa vision du monde qui peut s'exprimer différemment avec comment est-ce qu'il nomme un même objet, j'imagine. Ouais, d'une certaine manière, je pense qu'effectivement, la langue peut exprimer des choses différentes, des aspects culturels différents. Après, de dire chaque langue a sa vision du monde, je ne sais pas exactement à quel point c'est vrai. Je ne pourrais pas dire que c'est faux non plus. Par exemple, avec le mot cochon d'Inde. Ouais, oui. Effectivement, pour cochon d'Inde, en français, on pense que le cochon d'Inde vient d'Inde et que c'est un animal qui ressemble à un cochon. Donc on a, comme je t'avais dit, on a une utilisation intéressante de la compositionnalité, où justement on fait une métaphore d'un animal qui est censé avoir, je pense, une métaphore sur la fonction, puisque le cochon d'Inde au Pérou, ça a la même fonction que le cochon dans le temps en Europe. Et puis parce que tu dis Pérou, parce que cochon d'Inde, à la base, l'Amérique, c'était les Indes, quoi. Exactement, ouais. Et donc ça nous reste de cette époque-là, quand on l'a découvert. Ouais, probablement, ouais. Après, il y a des pays qui se trompent, genre l'Angleterre, avec guinea pig. Ok. Les cochons d'Inde ne viennent pas de Guinée, c'est pas l'Inde. Je pense qu'ils sont un petit peu... mon hypothèse, c'est qu'ils se sont un petit peu emmêlés dans le commerce triangulaire. Après, à savoir si c'est vrai ou pas, c'est assez intéressant. Pourquoi la Guinée ? C'est bizarre. Total. À partir de quel moment est-ce qu'ils ont découvert ça ?
si ça venait du français, Ouais. un Français qui a expliqué que ça venait de Guinée ou... Ouais, ça serait vraiment très intéressant de faire des recherches historiques. Est-ce que tu as regardé aussi dans d'autres langues comment est-ce que... Ouais, alors après, j'ai pas regardé justement des ressources lexicographiques. J'aimerais le faire un jour, si je peux. Des ressources lexicographiques, c'est-à-dire... Donc ouais, les ressources lexicographiques, c'est tout ce qui est dictionnaire, dictionnaire étymologique. Donc c'est tout ce que les lexicologues ou les lexicographes. Donc lexicologues, c'est les scientifiques qui étudient le lexique, et lexicographes, c'est les personnes qui font les dictionnaires. Ah, d'accord, ouais. Moi aussi, j'ai galéré. C'est- Mais ouais, donc j'ai pas regardé ces ressources-là. Donc j'ai pas des informations qui sont 100% fiables. Mais je me suis amusée en étant en voyage, en demandant à chaque personne de langue différente comment on dit cochon d'Inde dans ta langue. Et donc, ouais, j'ai le mandarin, j'ai des langues latines, hein, forcément, ce qui est un peu moins intéressant. J'ai le russe aussi, j'avais checké en suédois. Ah, ok. Suédois, j'ai oublié, c'est un truc genre Marsvi. Je te crois. Quelque chose comme ça. En fait, ça ressemble au russe qui est Morskaya Svenka. D'accord, Mais ouais. on dirait que c'est une abréviation du russe, mais je me rappelle plus exactement. Donc le russe, c'est comme l'allemand, hein, c'est le petit cochon qui vient de la mer. Ah. Donc c'est un peu plus juste finalement, puisque le cochon d'Inde a été exporté. Donc on se trompe moins qu'avec le français, et encore moins qu'avec l'anglais. Et puis on a toujours cette métaphore du cochon. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en mandarin, c'est Tianjushu, un truc comme ça. Hein. Forcément, je prononce pas très bien avec les les tons. accents, je pense. C'est Exactement. Aussi, c'est pas évident à prononcer les accents pour moi. Mais donc, en fait, en mandarin, littéralement, c'est la petite souris, ou la souris, je crois, qui vient d'une région très précise d'Inde. Je sais plus quelle région c'est un truc du genre Cachemire ou autre. Ouais. Et puis cette fois, on a la souris, donc on a une autre métaphore. C'est une métaphore sur la forme, puisqu'un cochon d'Inde, ça ressemble à une grosse souris si on louche un peu, je pense. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Pour rigoler, je m'intéresse à ce terme, mais en m'y intéressant, je me suis rendu compte que finalement, ça faisait appel à des notions linguistiques, en particulier avec la métaphore, hein, sur la forme ou la fonction. Sur les aspects de compositionnalité, le fait que quand on fait une composition ou un phrasème, hein, donc un phrasème c'est une sorte de locution, genre cochon d'Inde, c'est une locution et c'est pas une composition parce qu'il y a le de au milieu. Ah d'accord, ouais. Exactement. Mais on se rend compte qu'il y a toujours des petits changements comme ça entre les langues, et puis ça nous donne des infos sur la culture en fait de la société qui parle la langue donnée. Et je suis pas sûre, mais peut-être qu'il y a des trucs assez intéressants à dire finalement si on fait une analyse comme ça de la traduction d'un mot dans plein de langues différentes, et puis de comment ça varie. Et typiquement avec un animal qui est exporté comme ça du Nouveau Monde, on a cette grosse variation qui montre à quel point les différents pays étaient incultes finalement, puisqu'il y a cette grosse variation. Et puis ça nous renseigne aussi sur la néologie, parce que quand on va créer un nouveau terme, il y a une grosse variation toujours. Il y a souvent, c'est des variations syntaxiques, on ne sait pas si on doit dire le ou la, typiquement avec Covid, hein, la Covid. Et puis il y a des variations orthographiques aussi, et puis j'imagine quand on crée un nouveau mot dans plein de langues différentes, il y a cette variation. Typiquement, on va dire que le petit cochon il vient de Guinée, ou d'Inde, ou d'une région précise d'Inde, ou de la mer, etc. Donc ouais, c'est assez intéressant de se pencher sur ces phénomènes-là, en fait. Excellent. Alors, avant de continuer la suite de cette interview, je te propose de faire une petite pause musicale. Yes. Donc, on va écouter tout de suite le titre que tu nous as proposé.
Ah d'accord, eh bien, merci pour la musique. De rien, de rien. Ça va très bien pour un linguiste. Mais donc, tu avais quand même le choix entre littérature et linguistique. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer en linguistique? Le hasard. Ah d'accord. Non, en fait, à la base, j'ai commencé mes études de français parce que j'aimais écrire, j'aimais lire et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis dit, ok, je vais faire prof. Et donc, j'ai toujours été en biologie, chimie, physique, etc. dans mes études avant l'uni. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ok, je pars en français, parce que pourquoi pas, hein, la littérature, les sciences humaines, tout ça, je vais voir si ça me plaît. Et j'ai choisi de faire maths à côté, parce que quand même, je voulais avoir un pied dans les sciences dures. Et donc, ça peut aussi expliquer pourquoi j'ai fini linguiste, parce que justement, il y a ce background de français-maths, où justement, j'ai un aspect très scientifique, statistique, j'ai des outils intéressants pour la linguistique. Mais bon, à la base, dans tous les cas, je voulais faire prof avec des branches fondamentales faciles à enseigner. Oui. Enfin, c'est pas forcément facile à enseigner, mais disons que peut-être que j'allais trouver du travail avec ces branches-là. Et puis aussi, ça me fait rire d'enseigner les maths et puis de traumatiser des petits étudiants. Et finalement, j'ai eu quand même ça avec la linguistique, puisque je traumatise les étudiants de littérature, donc je suis quand même contente. Mais ouais, à la base... Le cauchemar des lettres. Exactement. Mais à la base, donc, je m'intéressais beaucoup plus à la littérature, en fait. Et puis j'ai un petit coup de cœur, petite histoire d'amour avec la littérature médiévale. Oui. Parce que j'espère qu'on va pas m'en vouloir de dire ça, mais je trouvais très chiant à lire sur le moment. Mais à étudier, c'était passionnant. Parce que c'est très dur à lire parce qu'on ne comprend pas du tout, on ne comprend pas ce que les personnes veulent dire. Juste à cause de l'orthographe et de la syntaxe ou en général? Plus en général, déjà l'orthographe et la syntaxe, et le fait que c'est une langue qui est carrément différente, qu'on doit apprendre et qu'on doit traduire. Donc ça nous fait une barrière. Et puis en plus, c'est vraiment une question culturelle. Ils ont pas du tout. C'est une société qui est très très différente de la nôtre. Oui. Tout l'aspect symbolique est complètement différent, pardon. Et donc on a une énorme barrière culturelle et on comprend pas s'ils sont en train de rigoler, si c'est de la parodie ou alors si c'est sérieux ce qu'ils nous disent. Typiquement, hein, comme dans Aucassin et Nicolette par exemple, qui est vraiment un de mes bouquins préférés. Moi, je me suis vraiment beaucoup marrée en le lisant parce que on dirait de la parodie tout le long, c'est vraiment complètement absurde, ouais. Alors qu'en fait, les interprétations des scientifiques à son propos sont assez sérieuses. D'accord. Et donc, il y a ce truc-là, il y a cette barrière qui est assez passionnante parce que c'est vraiment étudier une société d'extraterrestres, en fait. Et je me disais, mais en fait, il faut d'autant plus que j'en profite en étant à l'université parce qu'on n'a pas forcément accès aux manuscrits, on n'a pas forcément accès à ces textes-là. Et ces textes-là sont assez chiants à lire pour soi. Mais par contre, quand on les étudie... Oui, si on n'a pas les outils aussi pour nous aider à les comprendre. Parce que c'est ça. Si on part de zéro, beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, malgré cet amour pour la littérature médiévale... Tu as décalé pour la linguistique. Comme toute l'histoire d'amour, il fallait bien qu'il y ait une fin. Ah là 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 là. C'est tellement triste. Mais ouais, je me suis rendu compte que la scientifique en moi commençait à s'impatienter un peu. L'approche littéraire qu'on a des œuvres, c'est cette approche qui pour moi est pas scientifique au sens de science dure en fait. Oui. Typiquement, quand on fait un travail de séminaire en tant qu'étudiant, on va former une problématique, hein, donc la question de recherche à laquelle on va essayer de répondre. Et en fait, on va modifier cette question au fur et à mesure de l'avancée du travail. Et pour moi, par exemple, ça me frustrait beaucoup parce que c'est pas scientifique. Normalement, on a une question et on s'y tient. Et en fait, si notre travail va pas répondre à la question, on le dit simplement. Et ça fait partie de cette honnêteté scientifique. Et je dis pas que les littéraires sont pas honnêtes. C'est juste c'est une approche qui est différente et qui, à force, m'a patienté un peu. Moi, j'aime énormément analyser les films, les livres, etc. Et c'est toujours quelque chose que j'aime, mais je pense que j'en ferai pas un métier. Oui. Et donc, c'est en partie pour ça que je me suis tournée vers la linguistique. Et puis j'ai aussi eu la chance qu'on me propose de faire une thèse à la fin de mon master. Oui.
Donc, je ne sais pas si je me serais vraiment tournée vers la linguistique. Je pense que j'aurais juste fait prof, en fait, en me disant, de toute façon, personne va vouloir faire une thèse avec moi ou autre. Donc, en fait, c'est vraiment, comme je disais, c'est un peu du hasard si j'ai fini linguiste. Mais ça me va bien parce que, justement, ça me réconcilie... ça me ramène vers mon domaine principal qui est cette espèce de science expérimentale. Et puis, je retourne surtout vers une linguistique qui n'est pas trop théorique, mais qui est plus expérimentale, avec des expériences sur la psychologie des gens. Oui, parce que vous pouvez faire plein de mesures et de statistiques sur l'occurrence d'un mot et aussi... je crois qu'il y a un appareil où vous pouvez mesurer où vont les yeux, c'est ça ? Exactement. Comment tu l'utilises dans tes recherches ? Donc, en fait, d'une certaine manière, là, tu dis que justement, on peut prendre des statistiques sur l'occurrence d'un mot. Donc ça, c'est une approche particulière, c'est l'approche par corpus, que moi, j'utilise un petit peu moins. Donc, on prend des énormes rassemblements de textes qu'on va appeler corpus, et puis on va checker des occurrences de mots dans ces corpus, etc., faire justement... des mesures statistiques à ce propos-là. Et puis moi, ce que je fais, c'est l'autre approche qui est l'approche expérimentale, où on va déterminer un cadre expérimental très précis, où on va se dire, je vais... typiquement, dans mes approches à moi, je vais checker comment les locuteurs et locutrices vont avoir des intuitions en fonction de certains néologismes que je vais créer moi. Comme ça, je les contrôle parfaitement. Et puis, je vais me dire, typiquement, une des expériences que j'ai faites, c'était sur les néologismes morphologiques. Donc, j'ai choisi des suffixes et des préfixes. Donc, les suffixes s'ajoutent à la fin du mot, les préfixes avant le mot. Donc, j'avais cette variation-là. Et puis aussi des variations de productivité. Typiquement, si je prends ion, comme dans globibulgisation, qui est un néologisme préféré. Donc, le globibulgisation n'est pas très répandu, mais le ion qu'on utilise dedans pour faire le isation, en fait, d'une certaine manière, est très, très répandu. C'est très productif. Ouais, d'accord. Et typiquement, la globibulgisation, c'est le fait de transformer en globibulga. Donc, en gros, c'est... le fait que quelque chose devienne chaotique, qui vient de Glooby-Boulga, un dessin animé avec Casimir et je sais pas quoi, que je regardais même pas parce que je suis trop jeune. Mais donc, c'est très cool ce néologisme-là. Mais donc, isation ou ion, c'est très très productif, c'est utilisé un petit peu partout. Et puis, si on prend un suffixe qui est équivalent, qui fait le même type de mot, on a aison, comme dans braconnaison ou dans démangeaison qui existe. Celui-là est beaucoup moins productif, il va créer beaucoup moins de mots. Et puis on peut comparer, justement, on va se dire, est-ce que ceux qui sont très productifs, ils vont créer une intuition un petit peu différente chez les gens de ceux qui sont peu productifs. C'est-à-dire que les gens pourraient tomber sur un mot qui n'existe pas, mais se dire, c'est un mot qui existe. Exactement, ouais. Et tandis que d'autres, avec aison, c'est ça ? Ils se diraient, tiens, il y a un truc qui est bizarre avec ça. Ouais. Et donc, ce qu'on a fait dans notre expérience, c'est qu'on a créé plein de néologismes comme ça, on les a mis dans des phrases, et puis on a montré ces phrases aux gens en leur disant, est-ce que vous voyez un mot nouveau ou pas dans la phrase ? Et puis forcément, si quelqu'un va trouver une phrase avec braconnaison, il va se dire, ça c'est nouveau. Ou alors, pareil, je pense globibulgisation, c'est pas à cause du suffixe, c'est à cause de la base. Et globibulga, c'est un peu chelou. Donc, la personne va se dire, ok, ça c'est nouveau. Par contre, si la personne tombe sur modulage, que j'ai aussi créé pour une expérience, sûrement qu'elle va pas se rendre compte qu'il est nouveau, en fait, parce qu'il y a tellement de mots en âge qu'en fait, il va juste se noyer parmi tous ces mots différents. Et donc, la personne va pas avoir une intuition comme ça qui se réveille. Et puis, en général, on fait justement ces comparaisons 2 à 2, typiquement ici, entre préfixe et suffixe, et puis entre très et peu productif, en se demandant justement quelles vont être les différentes réactions des gens. Oui. Et puis, on peut mesurer toute une panoplie de choses différentes. Donc, il y a est-ce que la personne va repérer ou pas le néologisme. Donc, ça, c'est à chaque fois notre mesure principale. Mais on a aussi ce qu'on appelle les données comportementales. Et puis là, on arrive à l'appareil en question. Ah, d'accord, oui. Donc déjà, on peut simplement mesurer les temps de réponse des gens, combien de temps il leur a fallu pour répondre, et ça va montrer s'ils ont beaucoup d'hésitation ou pas. Et puis, on peut aussi mesurer le mouvement de leurs yeux avec ce qu'on appelle un eye tracker ou un oculomètre, si on veut utiliser des termes franco-français. Et puis, donc, c'est un appareil qui va mesurer
là où les personnes regardent sur un écran par une caméra infrarouge qui va repérer la pupille des gens et puis le reflet de la lumière dans l'œil. Et puis avec ces deux, cette différence, ce contraste, hein, puisque le reflet de la lumière est très blanc et puis la pupille est très noire. Et puis en mesurant là où l'un se trouve par rapport à l'autre, il peut justement repérer là où on regarde sur l'écran. Oh, ok, ce excellent. qui est assez incroyable, ouais. Et puis, on a utilisé ça pour plusieurs expériences, mais on s'est rendu compte que c'était un petit peu difficile d'interpréter les comportements des gens parce que quand on repère un néologisme dans une phrase, il faut déjà comprendre la phrase, donc il y a une tâche de compréhension. Et ensuite, il y a une tâche qu'on va appeler métalinguistique, hein, puisqu'on va avoir un jugement sur la langue. Et on se rend compte que, typiquement, si un temps de réponse il est long, on ne sait pas si c'est parce que la personne a mis beaucoup de temps pour comprendre la phrase, ce qui voudrait dire que notre néologisme est très saillant. Hein. Ça veut dire qu'il va déclencher une intuition très forte chez les gens. Il va paraître très nouveau. Mais ça pourrait être le contraire, en fait. Peut-être qu'il paraît très peu nouveau. Et du coup, la personne va beaucoup hésiter avant de répondre parce qu'elle se dit « mais est-ce que c'est un néologisme ou pas ?» Et du coup, une même mesure, hein, donc un temps de réponse long peut nous amener à deux conclusions qui sont contradictoires. Donc, on a un petit peu galéré au début avec ces mesures-là. En tout cas, pour cette expérience et cette question, quoi. C'est ça, ouais. Après, finalement, au début, on n'a pas pu vraiment interpréter ces données-là, mais par contre, vers la fin, vers la troisième expérience qu'on a faite, plus particulièrement, on a dédoublé les expériences. Donc, on a fait une première tâche où les gens vont lire la phrase et puis essayer de repérer le néologisme à l'intérieur. Donc, on a cette combinaison de deux tâches qui rendent l'interprétation de nos données un peu difficile. Et puis, on a fait une deuxième tâche où les gens vont juste devoir comprendre les phrases. Ils vont juste devoir lire les phrases et puis, de temps en temps, ils auront une question de compréhension pour vérifier qu'ils restent tout le temps attentifs. Oui. Et puis donc, en utilisant ces deux tâches les unes avec les autres, on peut démêler en fait les deux tâches. Donc, pour la dernière question où on a juste la lecture, on va avoir juste des données sur la compréhension. Et puis, du coup, ça nous permet de réinterpréter la première tâche de jugement, puisque justement, en comparant les données sur la compréhension, on peut se dire, ok, alors cette différence qu'on a là dans la première tâche, ça vient du jugement des gens en fait. Oui. Donc, finalement, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que des fois, on tâtonne un petit peu et puis on ne se rend pas compte qu'il y a certains problèmes qui nous compliquent la tâche. Et est-ce que vous avez déjà eu quelques résultats par rapport à ces expériences ? Par exemple, est-ce que les gens ils remarquent plus si c'est un néologisme quand il y a un suffixe ou quand il y a un préfixe ? Ouais. Alors, on a des données. On a fait plusieurs expériences, mais effectivement, la dernière en date, donc c'est sur la morphologie régulière, hein, quand on peut spécifier une règle. Et donc, c'est sur ce qu'on appelle l'affixation, qui regroupe suffixe et préfixe. Et on a repéré un truc assez intéressant parce qu'on s'y attendait pas trop. Ah, d'accord. Exactement. En fait, c'est que pour les suffixes, on a cette différence très forte de productivité. C'est-à-dire que les suffixes qui sont très peu productifs, comme aison, vont générer une intuition très forte chez les locuteurs et locutrices. Ça veut dire qu'un mot comme braconnaison va être très fortement repéré et va susciter des réactions assez vives, des temps de réponse plus rapides. Et les mouvements oculaires, j'ai pas encore fait vraiment les comparaisons, donc je peux pas dire de sûr, mais en général, on a une plus longue fixation sur le mot, par exemple. Mais à dire... Encore à vérifier. Encore à vérifier, ouais. Donc ça c'est pour les très peu productifs. Et puis pour les très productifs, hein, comme ion ou comme modulage aussi, hein, que mon exemple que j'utilise tout le temps, celui-là il va être très peu repéré. Et puis donc il est lu normalement comme un mot qui existe, et puis donc pas de réaction du tout chez les locuteurs et locutrices. Donc c'est très intéressant parce qu'on a ce qu'on appelle un effet de productivité. Et puis cet effet on l'a pas du tout pour les préfixes. C'est-à-dire, on remarque pas du tout... En fait, on a remarqué que pour les préfixes, les gens ont une intuition qui est beaucoup plus variable. Ça veut dire que pour les mots qui sont déjà existants, les gens vont avoir un taux d'erreur qui est beaucoup plus élevé qu'avec les suffixes. Ça veut dire qu'un mot comme copropriétaire ou coécrivain ou autre qui existe déjà, les gens vont parfois dire que ce sont des mots nouveaux, alors qu'en fait, ça ne l'est pas.
Et puis pour les suffixes, on a très très peu de taux d'erreur. Et puis, au contraire, pour les mots qui sont nouveaux, les gens vont moins les repérer. Et donc, on a une intuition qui est pas présente. Enfin, les gens ont vraiment un problème avec les préfixes. Ils savent jamais si c'est nouveau ou pas. Et donc, on n'a pas vraiment de différence. Ça veut dire que pour les préfixes qui sont très productifs, ils sont en général plus repérés que les suffixes très productifs. Et puis au contraire, pour les préfixes peu productifs, ils sont moins repérés que les suffixes peu productifs. Donc on a vraiment des taux de détection qui sont à peu près à la moitié, assez plats. Donc on n'a pas d'effet de productivité. Et ce qui montre que peut-être que les locuteurs et locutrices, plutôt que de stocker les mots qui sont préfixés, ils vont stocker la règle dans leur cerveau. Ah, d'accord. Exactement. Ça veut dire que, par exemple, ils vont stocker co plus la base, plutôt que de stocker copropriétaire ou coécrivain. Et stocker tous les mots qui existent avec co exactement. plus quelque chose. Ça veut dire que dans leur cerveau, il va seulement y avoir stocké écrivain et puis co plus blablabla. Et chaque fois qu'ils vont rencontrer le mot coécrivain, ils vont décomposer. Alors qu'on a cette théorie qui existe en général pour... en tout cas, la suffixation, et du coup, on se demande si elle est valable ou pas pour la préfixation, c'est que si un mot il est très très fréquent, par exemple institution, on ne va pas stocker le verbe instituer plus la règle ajout de ion à instituer, ça donne institution. On va stocker instituer, institution et la règle. Et puis du coup, pour les mots très fréquents, on va direct accéder au mot construit, donc à institution dans le cerveau. Et on ne va pas faire cette décomposition. Et pour des mots qui sont très peu fréquents, comme gloubi-boulguisation, on va faire cette décomposition de gloubi-boulguisé plus ion, qu'est-ce que ça veut dire gloubi-boulguisé, etc. etc. Et puis peut-être que ça marche très bien pour les suffixes. Donc on va avoir une intuition très forte pour les néologismes, parce que les néologismes, c'est des mots qui ne sont pas stockés. Et puis ceux qui ne sont pas des néologismes, on a une grosse partie qui est déjà stockée dans notre cerveau, en fait. Oui. Donc, peut-être que ça va nous aider à avoir une intuition, alors que pour les préfixes, peut-être que le rôle du préfixe, c'est un petit peu comme le rôle des adverbes. On ne va pas stocker très généreux, on va stocker très plus généreux, et puis très généreux, on va le décomposer. Oui. Et peut-être que coécrivain, copropriétaire, etc., c'est un peu pareil. Finalement, le préfixe, c'est juste un modifieur du nom. Et donc, faudrait faire plus de tests pour repérer ça, mais en tout cas, c'est une interprétation qu'on a de nos données. Et puis, c'est assez intéressant parce que nous, on avait une hypothèse en se disant les suffixes seront plus repérés que les préfixes, et puis il y aura quand même un effet de productivité pour les deux, etc. Et puis, on se rend compte qu'il y a un effet d'interaction, on appelle ça comme ça, parce que pour la productivité, il y a un effet sur les suffixes, mais pas sur les préfixes. Oui. Oui, et justement, c'est, comme tu disais, tu arrives de base avec une hypothèse, et ensuite, tu la vérifies. Exactement. Ouais. Et puis là, effectivement, notre hypothèse, on doit déjà l'enregistrer avant de faire l'expérience. Comme ça, on est sûr qu'on ne l'a pas modifié en cours de route, ce qui montre notre honnêteté scientifique et tout ça. Et puis ensuite, on la mentionne en disant en fait, on s'est trompé. Et puis les résultats, là en l'occurrence, c'est vraiment cool parce que les résultats sont plus intéressants que nos hypothèses en soi. C'est mieux de se tromper parce que justement, on découvre quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Et donc, cette recherche, c'est pour un papier ou c'est pour ton doctorat ou... Alors, les deux. D'accord. Parce que, en fait, je fais ce qu'on appelle une thèse par article, plus ou moins. C'est-à-dire que pour ma thèse, je vais faire une série d'expériences qui répondent à des questions. Ma question pour ma thèse, c'est quels sont les facteurs linguistiques qui vont déterminer le sentiment néologique. Donc le sentiment néologique, c'est cette intuition de nouveauté qu'on a par rapport aux mots. Et puis les facteurs linguistiques, c'est toutes les propriétés des mots qui vont peut-être avoir une influence. Et donc, je m'intéresse sur les propriétés qui interviennent au niveau de la création des mots. Typiquement, est-ce que le mot il a une nouvelle forme ou pas ? Donc, je vais différencier la néologie morphologique et puis la néologie sémantique. Et ensuite, il y a toute cette question des règles. Est-ce que le mot il est créé selon une règle ou pas ? Est-ce que cette règle elle est appliquée souvent ou pas ? Et donc, on a une intuition qui va varier en fonction de ça.
Et donc, en fait, pour chaque question que je vais me poser, je vais faire une expérience différente. Et là, pour le moment, j'ai fait plusieurs petites expériences, mais j'ai fait une série de 3 études. Oui. Et puis, chacune de ces 3 études a fait le sujet d'un papier en soi. Donc, j'ai publié des articles dans des revues scientifiques. Oh, excellent, oui. Donc, c'est assez pratique parce que ça me permet d'avoir déjà des publications, même si je suis doctorante. Et puis, ma thèse, au final, ça sera le rassemblement de ces papiers que j'ai publiés avec quelques petits trucs inédits. Avec la synthèse Exactement. de tout ce que tu en tires, Ouais. quoi. Oui. Et puis, il y aura une vision un peu plus large parce que, justement, je vais parler de toutes ces études dans un seul même gros ouvrage. Donc, je vais essayer aussi de faire des comparaisons. Comme ça, j'ai pas simplement cette focalisation sur ces études au niveau individuel. Mais donc, ça, à chaque fois que je fais une étude, c'est pour un article et pour ma thèse à la fois. Oui, parce que d'une fois qu'on a son doctorat, c'est bien. Mais voilà, tu as dit que toi, tu auras le doctorat et en plus déjà des articles, donc tu seras déjà un peu connu. Ouais, connu, c'est un grand mot, mais ouais. Tu auras déjà publié des choses et sur le CV, ça plaira plus parce que en tant que linguistique, qu'est-ce que tu as comme opportunité après le doctorat ? Alors, pour beaucoup, c'est le chômage. C'est le monde académique, hein, c'est assez dur. En Suisse, on a de la chance. Il y a une assez bonne situation pour les jeunes chercheurs. C'est-à-dire que je peux faire des demandes au Fonds national suisse, par exemple, qui est donc l'organe suisse qui permet de financer la recherche, l'organe principal. Il y en a d'autres, hein, mais celui-ci, c'est le principal. Et puis, en tant que doctorante et aussi en tant que post-doctorante, hein, donc une fois que j'ai eu mon doctorat, je peux leur proposer des sujets d'études pour obtenir une bourse. D'accord. Et donc, j'ai déjà fait ça dans le cadre de mon doctorat. J'ai pu partir 6 mois en Angleterre en leur proposant justement une étude que je voulais faire en Angleterre et en leur proposant tout un projet. Et puis, c'est à eux de décider si je vais être financée ou pas. Et puis, je peux faire pareil. Une fois que j'ai fini mon doctorat, je peux leur proposer un projet et puis ils peuvent me financer. Je ne sais plus exactement combien c'est. Je crois que c'est 1 an à l'étranger. Et donc, je pourrais partir 1 an à l'étranger pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc, c'est une recherche en tant que jeune chercheuse, mais après que j'ai eu mon doctorat. Et puis, j'ai vraiment de la chance en tant que Suisse parce que, justement, par le biais du FNS, je peux proposer à peu près n'importe quel sujet de recherche. Je peux vraiment proposer quelque chose qui m'intéresse. Oh, d'accord, oui. Tant que ça a une portée scientifique. C'est ça, ouais. Et je dois trouver une institution d'accueil. Donc, typiquement, je pourrais aller à la Royal Holloway University of London, où je suis déjà allée, parce que maintenant, j'ai un petit peu une carte d'entrée ici. J'ai rencontré une chercheuse qui s'intéresse à ce que je fais, et je pourrais très bien proposer au FNS de faire une étude qui approfondit ce que j'ai déjà fait avec elle. Et puis, donc, il me faut juste une institution d'accueil et puis un projet qui tienne la route. Et après, tout dépend s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Peut-être que mon projet pourrait être refusé, peut-être pas, peut-être que j'ai de la chance à voir. Mais en tout cas, c'est une porte de sortie, ou en tout cas un projet que je pourrais avoir après le doctorat. Après, il y a aussi des postes qui s'ouvrent. Typiquement, il y a des chercheurs qui ont des projets qui sont financés et pour lesquels ils ont besoin d'un post-doctorant. Et donc là, je n'ai pas le choix de ce sur quoi je vais travailler puisque c'est dans le cadre d'un projet qui est déjà défini. Mais je pourrais trouver un poste comme ça de post-doctorante quelque part. C'est le cas de mon superviseur. Il a un projet, il a pris une post-doctorante qui travaille avec nous maintenant. Donc, et qui se dédie à ça, à la recherche. Oui, exactement. D'accord. Et donc, ce n'est pas son projet à la base, mais elle a des compétences qui nous plaisent bien, donc on l'a engagée. Et donc, elle met ses compétences à disposition du projet, quoi. Excellent. Ouais. Top. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps. C'était très sympathique. C'est un plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais rajouter ou... La linguistique, c'est cool. Ah. Devenez tous linguistes. Tout d'un coup, une montée en flèche des masters et doctorants en linguistique. Non, mais si vous vous sentez pas vraiment humain à l'intérieur de vous, c'est peut-être que vous êtes linguiste. Consultez un médecin.
Tip top. Alors, en tout Yes. cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. C'est un plaisir. Et à vous, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous laisse tout de suite sur ces quelques notes de musique. Et à la prochaine. Up until now